La situation est par endroits très mauvaise. Par endroits très mauvaise, mais ce que je peux dire pour m'en féliciter, c'est quand même au plan normatif, nous avons des instruments bien faits. Bien fait, quand je prends la charte, qui a plus de 30 ans, mais qui a encore beaucoup de niches qu'il faut exploiter. La charte sur les droits de l'enfant, le bien-être et les droits de l'enfant, la charte sur la gouvernance, la convention sur les réfugiés, la convention contre la corruption. Donc au plan normatif, nous avons suffisamment d'instruments juridiques. Malheureusement, comme je l'ai dit, il reste à être vulgarisé, il reste à être mis à la disposition des populations dans les langues qu'elles comprennent. C'est pourquoi nous avons développé au niveau de la Commission africaine ce qu'on appelle les observations générales. C'est-à-dire que nous prenons un article de la charte ou un article du protocole de Maputo, nous essayons de faire le constat, une analyse situationnelle au niveau du continent, et nous essayons également de clarifier les obligations spécifiques et générales des États, de façon à ce que les États puissent comprendre effectivement quelles sont les obligations par rapport à tel ou tel article, par rapport à tel ou tel instrument, mais également que les ONG et les INDH puissent avoir des outils d'information, de sensibilisation, de formation, et que après, lorsque nous organisons des séminaires régionaux qui mettent tout ce monde-là autour de la table, que nous puissions effectivement voir quels sont les défis par rapport à telle ou telle thématique. Il y a tout un processus des fois qui s'arrête en chemin par manque de ressources, par manque de vulgarisation, par manque de volonté politique, par manque d'engagement des acteurs, par manque également d'interaction, parce que les parties prenantes, il faut les appeler autour de la table, il faut leur donner les documents, il faut qu'on puisse s'assurer qu'ils ont compris les documents et qu'ils puissent contribuer effectivement à leur mise en œuvre. Et après, au niveau du suivi et évaluation, qu'ils participent également au suivi et évaluation et qu'ils disent quel est l'impact effectivement de toutes ces politiques, des programmes dans le domaine des droits de l'homme sur leur vie. Parce que quand il n'y a pas d'impact sur la vie des gens, l'approche vraiment normative a des limites. Donc c'est en réalité ça le gros problème que nous avons au niveau de la Commission africaine. L'obstacle majeur, c'est d'abord l'analphabétisme de nos populations. Nous avons des instruments qui sont en français, qui sont en portugais, qui sont en arabe. Et les populations, dans leur majorité, sont analphabètes. Alors, comment vous voulez vraiment qu'il y ait des résultats effectifs et suffisamment forts au niveau des pays lorsque la moitié de la population ou les 2/3 de la population ne comprennent pas? Ils n'ont pas été appelés justement à pouvoir comprendre l'utilité de ces instruments. Je pense que l'analphabétisme, le manque de vulgarisation, le manque de connaissance de ces instruments, le manque de connaissance des organes également, hein, au niveau, tant au niveau national qu'au niveau régional. La deuxième chose, de mon point de vue, c'est la volonté politique. La volonté politique des États. Donc pour vous dire que la volonté politique, en réalité, est le moteur également des droits de l'homme. Créer un environnement satisfaisant, un environnement favorable à l'exercice des droits, que les journalistes puissent effectivement faire leur travail sans être inquiétés, mais qu'ils le fassent avec professionnalisme, qu'ils le fassent effectivement dans les règles de l'art, et que ce soit effectivement des journalistes qui ont des diplômes, qui connaissent la loi sur la presse par exemple. Que les femmes également puissent exercer leurs droits et qu'elles ne soient pas violentées, qu'elles ne soient pas battues, qu'elles ne soient pas excisées. Donc tout ceci dépend des fois de la volonté politique. Changer les textes au niveau national, parce que nous avons encore beaucoup de textes où les femmes n'ont pas accès à la succession, n'ont pas accès à la terre. L'insécurité, de mon point de vue, est le troisième facteur qui fait que les droits de l'homme à ce stade-là ne peuvent pas être véritablement
exercer ni que personne ne peut en jouir en réalité. Vous savez, l'indépendance au niveau de ces organes et de leur fonctionnement, elle a toujours posé problème. La Commission africaine n'a pas d'autonomie, par exemple, en matière de recrutement, n'a pas d'autonomie en matière budgétaire. Donc nous dépendons de l'Union africaine. Et quand vous n'avez pas les raisons, quand vous n'avez pas les ressources humaines qu'il faut, vous ne pouvez pas réaliser votre indépendance, quelle que soit la volonté des commissaires, parce que nous sommes là, effectivement, la charte dit qu'une fois élus, nous n'agissons pas, nous n'exerçons pas au nom de nos États, nous sommes des experts indépendants, c'est la charte qui le dit, mais dans l'opérationnalisation justement de notre fonction, cela est difficile parce que nous rendons compte aux organes délibérants de l'Union africaine tous les 6 mois dans un rapport. Nous prenons, au niveau interne, je pense que nous sommes indépendants. Nous prenons des résolutions pays, nous prenons des résolutions thématiques qui fâchent. Et ce travail, évidemment, des droits de l'homme a toujours été impopulaire partout. Il y a toujours des velléités de vouloir effectivement essayer de nous encadrer, d'encadrer le travail que nous faisons. Et ces velléités se sont traduites par plusieurs rappels à l'ordre. Vous vous souvenez, lorsque nous avons donné le statut d'observateur à la coalition africaine des lesbiennes, il nous a été imposé avec une date de retirer le statut d'observateur. Alors qu'en réalité, cette ONG a souscrit à toutes les conditions de notre résolution sur l'octroi du statut d'observateur. Elle est régulièrement enregistrée en Afrique du Sud. Elle travaille sur les droits à la dignité, les droits à l'intégrité, parce que avant de donner le statut d'observateur, nous avons écouté des médecins, nous avons écouté des avocats qui ont défendu ces femmes-là devant les tribunaux. Donc, c'est elles qui peuvent effectivement se défendre leurs droits. Et ces droits sont en lien avec la charte africaine. Ils sont en lien avec le protocole de Maputo. Donc, enregistrement de l'ONG au niveau national et ratification de l'État, justement, de tous ces sectes qui font qu'ils doivent prêter protection à ces femmes. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il a fallu qu'elles s'organisent entre elles-mêmes, qu'elles puissent se défendre devant les tribunaux, qu'elles puissent faire en sorte que la population soit réceptive par rapport à leurs droits. Et nous avons pris le temps de voir effectivement si elles remplissaient les conditions. Elles les remplissent, on a donné le statut d'observateur. Ça a été un tollé général. Et demander à un organe qui a pris une décision de revenir sur la décision, de la retirer. Nous avons senti cela comme, pas une humiliation, mais regrettable. C'était regrettable parce que c'est un manque de confiance des organes délibérants à un organe le plus ancien qui a été mis en place effectivement pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Et le premier principe, c'est la non-discrimination. C'est sur ce principe que les droits de l'homme. Donc, demander, donc, c'est assez difficile, mais nous essayons à l'interne, dans nos têtes, dans nos méthodes de travail, d'avoir comme boussole la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et notre règlement intérieur. Je viens de dire que le grand problème que nous avons, c'est le non-respect de nos recommandations et de nos décisions. Si nos recommandations étaient suivies de fait, dans beaucoup de domaines, il y aurait eu une amélioration de la condition de vie des populations. Je pense que la première des recommandations, c'est ça, que les États révisitent nos recommandations, nos décisions et qu'ils s'y conforment, qu'ils essaient de s'y conformer. Maintenant, par rapport aux organisations de la société civile, nous avons également tenu au cours de cette session un panel sur le rétrécissement de l'espace civique. Les États deviennent frileux, les États deviennent un peu nerveux lorsque les ONG font leur travail, un travail de critique. Nous avons toujours conseillé
de prendre les critiques de la société civile comme des apports. C'est des critiques constructives. Essayer de voir effectivement. Et on a dit également aux ONG de respecter les États dans lesquels ils se trouvent, de s'approprier des politiques, des cadres juridiques, des programmes, des politiques genre, et de travailler dans ce domaine-là de façon à ne pas heurter des fois inutilement justement les décideurs et essayer de faire en sorte qu'ils puissent travailler dans une certaine harmonie, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Personne ne viendra effectivement faire le travail au niveau national. Les ONG, l'État, les institutions nationales, les leaders religieux. Donc, je pense qu'il est fondamental que tout ce monde-là puisse travailler dans un cadre, le cadre national. Les populations ou les communautés qui sont pauvres, qui ne peuvent plus financer les études des enfants. Donc l'école doit redevenir une école républicaine, une école démocratique qui puisse offrir les mêmes chances à tous les enfants de toutes les conditions. Malheureusement, cela des fois n'est pas possible parce que les ressources ne sont pas disponibles à cause de la corruption, à cause de la mauvaise gouvernance économique, la mauvaise gouvernance politique. Donc voilà un peu effectivement les défis que nous avons devant nous, mais nous avons beaucoup d'espoir effectivement à pouvoir avancer. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Des jeunes, également l'amour aussi de vivre ensemble.